avancer sur un autre sujet qui est très lié à ce que je viens d'évoquer, c'est justement les data. Alors, on a eu, pour éclairer les data, trois interventions tout à fait passionnantes. Une de la SNCF, Gare et Connexion, une d'Airbus et une de la Poste. Alors, je survole là, toutes ces expériences, j'en suis désolé, mais c'est une fois de plus pour vous inciter à aller consulter ces comptes rendus. Alors, la gare, c'est quand même un endroit que l'on méconnaît. La gare, c'est un endroit où il y a de plus en plus de gens qui sont en train d'attendre d'être transportés. Et en attendant d'être transportés, ils y passent un certain temps. Et on peut utiliser ce temps à plus ou moins bon escient. Alors, d'abord, pour un certain nombre de raisons, c'est qu'il y a une occupation d'espace qui est un premier problème. Donc, dans les projets de numérisation, la première chose à faire, c'est d'avoir des données. Bon, donc, comment on fait pour avoir des données de l'occupation de l'espace dans une gare? Eh bien, on peut utiliser ce que l'on utilise, que les militaires utilisent depuis longtemps, l'intelligence du signal, c'est-à-dire on trace vos mobiles de manière anonyme éventuellement, en l'occurrence là c'est le cas, pour savoir les déplacements et pouvoir identifier combien de personnes sont à tel endroit et combien se déplacent, etc. C'est absolument essentiel puisque aujourd'hui, nous avons des gares qui sont en plein centre-ville pour la plupart et on ne peut pas imaginer augmenter le nombre de gens à l'infini sans faire au minimum des travaux internes. Et donc, pour diriger ces travaux, qui sont des travaux lourds, bien évidemment que l'utilisation des données détaillées est importante et donc cet usage-là est absolument essentiel. Mais il faut aussi avoir une meilleure gestion des flux et donc une signalétique, on va dire, d'influence. Alors, le nudge pour les spécialistes. Voilà un exemple. Avant, on aurait mis tout simplement un panneau sens unique, ou un panneau d'interdiction. Bon, si vous donnez à des Français un panneau d'interdiction, c'est comme un chiffon rouge à un taureau. La première chose qu'ils vont faire, c'est de foncer dedans. Et donc, si vous mettez que c'est interdit, les gens vont quand même aller dans cet escalier que vous ne voulez voir qu'à sens unique et dans le sens de la montée. Si vous mettez un panneau qui est un panneau qui explique aux gens qu'ils n'ont pas intérêt à y aller parce que finalement, ils vont devoir faire marche arrière, comme par hasard, plus personne n'y va. Donc, il y a une intelligence de la signalétique qu'il faut absolument avoir. Là, je vais vous montrer, mais je ne vais pas le développer complètement, un exemple pendant les grèves de signalétique événementielle humaine pour gérer les flux qui peuvent être considérables à certaines périodes et pour voir à quel point il est absolument essentiel de pouvoir gérer correctement ces flux et que tous les dispositifs, y compris les dispositifs peu technologiques, mais reposant quand même sur une information précise, puisque on ne sait pas forcément toujours, mais un train n'arrive pas forcément à l'endroit où il était prévu qu'il arrive, et donc la signalisation, c'est quand même un vrai problème dans une gare. Tout ceci nous amène à toujours utiliser mieux les data. Et puis enfin, les data pour une autre raison qui est absolument essentielle, c'est tout simplement, en sachant combien de temps les gens attendent, on peut savoir assez facilement où est-ce qu'ils vont passer leur temps, dans quel magasin. Et là, vous voyez qu'on a à la fois un nombre de minutes dans tel ou tel magasin et une probabilité que les gens viennent dans ce type de magasin. Le résultat, c'est que Gare et Connexion peut lancer des appels d'offres avec des informations plus précises et avoir des mieux-disants pour occuper ces espaces qui amènent des subsides plus importants à Gare et Connexion, ce qui est quand même, on va dire, le nerf de la guerre. Autrement dit, on voit bien qu'à travers tous ces éléments, on a la data qui est au cœur de l'operating system de la gare de demain. C'est un système qui est cohérent, c'est-à-dire que ce n'est pas un système qui est fermé, mais il est tellement cohérent au sens où plein de données arrivant de différents points sont reliées les unes aux autres, que ça fait un ensemble qui est cohérent en tant que tel, qui amène de la valeur, et qu'à partir de là, il attire de nouveaux partenaires, et ainsi de suite. Et à partir de là, comme c'est un ensemble qui est, si ce n'est fermé, au moins qui a une taille critique, eh bien, il maintient à distance, en tout cas, ça c'est mon point de vue, c'est moi qui le dis comme ça, les GAFA à une certaine distance
Les GAFA, généralement, s'installent dans des endroits où il y a justement une absence de cohérence et où eux se proposent d'amener cette cohérence. Quand on a un dispositif qui est déjà à un certain niveau de taille critique cohérent, il est très très difficile pour les GAFA d'intervenir. Alors bien sûr, on peut mettre des casiers dans une gare et puis on les met, ça s'appelle Amazon. Enfin, si l'intervention d'Amazon reste à ce niveau-là, c'est pas forcément très dangereux. Airbus, une plateforme digitale industrielle. Jusqu'à présent, quand on parle de plateforme, on parle de plateforme grand public, que ce soit les GAFA pour l'essentiel, les NATO, donc les Netflix, Airbnb et compagnie. Tout ça, c'est dans le monde du grand public. On n'est pas dans le monde B2B et le monde industriel. Et là, ce qu'on va voir, c'est qu'Airbus, en 2016, s'est lancé comme projet voilà, qu'est-ce qu'on va faire en matière de transformation numérique. Et Marc Fontaine, qui alors à l'époque était le DIRCAB du grand patron, s'est dit, bon ben voilà, la chose à faire pour avoir quelques décisions intéressantes, c'est de travailler sur un scénario catastrophe. Et il a fait un séminaire avec voilà, ce premier scénario catastrophe. Amazon et EasyJet se mettent ensemble, qu'est-ce que ça peut donner? Et ben, le résultat, c'est qu'évidemment, assez facilement, l'ensemble du comité de direction a décidé de dire qu'il fallait vraiment faire quelque chose, et en l'occurrence de se lancer dans une plateforme. Alors cette plateforme, elle s'appelle Skywise. Elle réunit aujourd'hui, 83 ans après, 90 compagnies aériennes qui gèrent 8000 avions. 8000 avions, c'est-à-dire évidemment des Airbus, mais aussi des Boeing, et puis toutes les marques d'avions possibles et imaginables appartenant à ces 90 compagnies aériennes, plus 15 fournisseurs, etc., etc. Ça donne aujourd'hui une volumétrie absolument incroyable, et surtout, ça permet d'attaquer, en tout cas avec espoir, mais déjà avec un certain nombre de réalisations, l'optimisation de l'industrie aéronautique. Alors, les coûts de friction estimés pour l'ensemble de l'industrie aéronautique sont de 40 milliards d'euros. Donc, une plateforme qui arriverait à réduire ces coûts de friction, voire à les supprimer intégralement, vous imaginez bien les montants que ça rapporte. J'insiste sur ces montants parce que ça veut dire que pour Airbus, contrairement à ce qu'on voit dans les GAFA, il y a une possibilité qu'ils utilisent d'ailleurs, et qui est de partager les gains. Et pour l'instant, tous les projets, ils en ont vraiment sur à peu près tous les plans, tous les projets lancés ont des retours hyper positifs, puisque ce sont tous des gains de productivité à 2 chiffres, dans tous les cas. Et quand on a des gains de productivité à 2 chiffres, il est quand même relativement facile de les partager. Et donc, à partir du moment où vous les partagez, eh bien, tous les participants ont une rétribution de leur participation et de plus en plus veulent participer. C'est le fameux effet de réseau que l'on connaît bien dans les plateformes et qui fait que plus il y en a et plus ça devient intéressant d'y être et ça devient de plus en plus difficile d'être à l'extérieur. Alors aujourd'hui, nous sommes dans la situation du bas. Aujourd'hui, pour cette plateforme, ils en sont à ce qu'ils appellent l'empreinte numérique, c'est-à-dire qu'à chaque fois qu'un avion arrive à un endroit, qui pose sur les roues sur le sol, il y a une donnée. Quand il arrive au terminal, il y a une donnée. Donc, à chaque point de contact, il y a des données. L'ensemble de toutes ces données permet déjà de faire des choses assez miraculeuses. Ce ne sont pas, j'insiste, des données sensibles. Il ne s'agit pas de savoir les secrets de fabrication de Boeing. Il s'agit vraiment d'avoir des données de base, mais extrêmement multiples. Et à partir de là, on arrive à comprendre des choses qu'on ne comprenait pas avant. En 2023, ils espèrent avoir le concept de jumeaux numériques, c'est-à-dire pas seulement tous les points de contact, mais vraiment pouvoir rentrer dans tous les détails et dans toutes les arcanes de manière numérique, c'est-à-dire qu'en fait, à ce moment-là, le vrai, ce n'est pas le réel, parce que le réel, on n'arrive pas toujours à le percevoir comme il faut, c'est que c'est vraiment le jumeau numérique qui devient le référentiel sur lequel on regarde, on diagnostique, on agit, et ça, c'est pour 2023. Alors, on le voit bien, là encore, comme tout à l'heure, c'est un système qui est cohérent au sens où ce n'est pas un système qui est fermé, hein, c'est un système qui est ouvert et de plus en plus ouvert, mais qui amène une taille critique où les informations se renvoient les unes les autres. À partir de là, ça devient un système vertueux qui, là encore, tient à bonne distance les GAFA. C'est quand même pas évident de voir comment,
avec l'existence d'une plateforme comme ça, certains GAFA qui auraient pu avoir envie, ou GAFAM, si on veut élargir, auraient pu envie de venir vous faire un tour dans l'industrie et dans l'industrie aéronautique en particulier, comment prendre des positions un petit peu importantes. Alors là, vous le voyez, c'est l'intervention de notre commissaire européen qu'on connaît bien. La guerre des données industrielles débute maintenant. Première information. Deuxième information, l'Europe sera son principal champ de bataille. Alors c'est très important, très intéressant. C'est effectivement quelque chose de tout à fait justifié. On voit que les industriels, en tout cas certains, n'ont pas attendu, parce que s'il fallait s'y mettre maintenant, il faudra encore attendre 3 ou 4 ans. Airbus, en s'y étant mis il y a 4 ans, eh bien, arrive à la situation actuelle. Heureusement qu'ils ont anticipé. Et là, je voudrais évoquer bon, les bonnes intentions des politiques sont toujours à double tranchant. Quand il faut les convaincre, c'est terrible, parce qu'on a vraiment l'impression qu'ils ne comprennent rien. Quand ils sont convaincus, ils veulent agir, et là, ça peut être encore pire. Donc, c'est une bonne nouvelle qu'il y ait quelqu'un de compétent qui soit sensibilisé à la question. Maintenant, il faut faire très attention aux mécanos industriels qu'on pourrait être tenté de faire. Par exemple, Marc Fontaine a eu des mots extrêmement durs sur l'industrie informatique et sur les grands logiciels en particulier, et les ERP encore plus en particulier, qui auraient dû faire des choses il y a bien longtemps. Si le tocsin sonné au niveau européen consistait à faire des mécanos industriels avec des grands de l'industrie qui n'ont jusqu'à présent peut-être pas fait grand-chose, ça pourrait être quand même peut-être problématique, mais on en parlera dans le débat sans doute tout à l'heure. Dernier sujet sur les datas, la Poste, que je vais faire rapidement. La Poste, comme beaucoup de monde, veut connaître ses clients. Ce qui est intéressant, c'est qu'on a eu une information que moi, personnellement, je n'avais pas bien compris. C'est qu'en fait, il y a 5 grands métiers à la Poste, 5 grands métiers très autonomes, enfin très indépendants, et que finalement, on peut résumer, la Poste, globalement, est une grande organisation industrielle B2B. Elle travaille essentiellement pour des énormes donneurs d'ordre. Le grand public n'est pas finalement dans son scope. Alors, ils ont bien compris qu'il fallait évoluer, et donc pour évoluer vers une meilleure connaissance client, il faut évidemment capter l'info, la partager. C'est une mission qui est devenue une mission stratégique, qui a été confiée en tant que telle à Daphné Sikorsky-Vautrin, qui est venue nous en parler. Ça veut dire que s'il est pris comme on s'y prend toujours, hein, c'est-à-dire capter les données en forçant un peu l'identification. Vous savez, quand on est sur Amazon, vous ne pouvez rien avoir si vous n'êtes pas identifié par définition. C'est en ça que les acteurs numériques ont un avantage, c'est que tout est numérisé, tout est sous forme de données, et que les entreprises classiques n'avaient pas l'habitude, on sait fonctionner sans savoir qui est derrière une commande. Donc en forçant, ce qui n'est pas forcément toujours agréable quand on est client, mais en forçant cette identification, eh bien, très rapidement, on se met à avoir autant de données que les grands. Alors aujourd'hui, je crois qu'ils en sont une vingtaine de millions de données bien renseignées sur les Français. Ce n'est pas encore complet, mais enfin, ça commence à être un peu significatif. Et puis, à partir de là, il faut partager des données en interne. Et ça, on a bien compris que c'était un autre sport. Quand on est dans une organisation avec 5 métiers vraiment très différents et avec des SI construits depuis le départ comme non communicants et avec une organisation relativement rétive aux échanges d'informations entre organisations, on voit que finalement, la seule solution, c'est d'utiliser des ruses, que ce projet de connaissance client est un projet hautement subversif, évidemment, il n'a pas que des amis, et que la persuasion par les cas de terrain est vraiment pratiquement le seul mode d'intervention. Et donc, Daphné Sikorsky-Vautrin identifie des cas bien concrets et amène dans des comités de direction générale des postiers de base pour expliquer. Et en général, ça se passe très très bien, ça se passe même de manière étonnante. On finit par dire, mais comment ça se fait qu'on ne l'a pas déjà fait? Voilà. Donc si on monte les dossiers autrement, c'est compliqué. Si on les monte comme ça devient plus simple. Mais on voit bien qu'il y a là une logique intéressante, c'est quel mandat on a, mais ça je vais y revenir dans ma synthèse.
Donc les data, les plateformes, ce que je voulais évoquer, c'est qu'on a bien une guerre des data industrielles qu'elle a commencé, et heureusement un certain nombre d'industriels en sont bien conscients et ont déjà fait des travaux, mais qu'au niveau européen maintenant, on commence à avoir bien conscience de la menace. Les grandes entreprises sont à la manœuvre, et pour celles qui sont à la manœuvre, assez intelligemment, elles laissent relativement peu de place aux GAFA, ce qui est une très bonne nouvelle. C'est évidemment une question stratégique, mais ça, on avait beaucoup vu dans les synthèses précédentes, que ce soit l'année dernière ou l'année précédente encore. Mais surtout, c'est une question organisationnelle. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui signifie qu'il y a du temps à y passer, que c'est forcément un peu compliqué. C'est aussi une question d'architecture et de maîtrise du SI. Alors là, on a, bon, moi personnellement, c'est des éléments que je connais, mais on a quand même eu des révélations qui sont assez étonnantes. Chez Airbus, 80% de tout ce qui est dépensé ici est sous-traité jusqu'à présent. Donc, ils en sont arrivés à la conclusion que c'était absolument impossible d'essayer de construire quelque chose de la sorte avec 80% de sous-traitance. Il n'y a pas que les masques et les médicaments qu'on a sous-traités à droite à gauche, en l'occurrence, ce n'est pas forcément en Chine, c'est avec des sous-traitants extérieurs, mais le pilotage est compliqué quand on a 80%. La séance qu'on avait faite, on l'avait faite avec le DG de GRT Gaz, qui avait effectivement le même pourcentage. Ce n'est pas un pourcentage par hasard, c'était une doctrine. Beaucoup d'entreprises, considérant que l'informatique n'était pas leur métier, ne voulaient pas se staffer de manière considérable en informaticiens. Et résultat, 80% d'externalisation, c'est un vrai sujet pour avoir une maîtrise sérieuse et pour se lancer dans des projets d'ampleur comme ça. Donc, il y a aujourd'hui des programmes de réinternalisation significatifs, l'objectif étant plutôt d'arriver du 60-40 que du 80. Donc, on voit bien qu'il y a énormément de questions RH qui sont derrière tout ça. Point intéressant cité par Airbus, la fameuse question le mythe du data scientist. Les entreprises manquent de data scientists. Bon, Marc Fontaine nous a dit, moi, je n'en manque pas, c'est pas un problème. Je prends un ingénieur qui a un petit peu de bouteille dans l'aéronautique, je lui fais faire 2 formations de 15 jours sur une période de 3 mois, plus commencer à travailler. En 3 mois, ça devient un data scientist qui en remonte à n'importe qui sur le marché. Et comme des ingénieurs un peu talentueux, qui ont un peu de bouteille, j'en ai quand même un certain vivier, je n'ai pas de problématique de data scientist. Je ne vais pas l'évoquer ici, mais j'ai d'autres exemples qui effectivement me disent la même chose. Autrement dit, les entreprises qui sont un peu en avance n'ont pas forcément de grands problèmes de data scientist. Je vous rappelle que les data scientists, ce n'est pas forcément des gens qui travaillent sur des data extrêmement sophistiqués. Là, on parle de data qui sont des data hyper basiques, mais en très très grand volume, et pour essayer de leur donner du sens, un sens business à utiliser pour se rapprocher du client, pour faire des choses concurrentielles. Les possibilités et les limites des approches masquées ou faiblement portées. Qu'est-ce que je veux dire par là? Je conçois que ce soit un peu abscon. Vous savez qu'on a tous entendu maintes et maintes fois, notamment par les consultants, que pour lancer un grand projet, il faut forcément l'aval de la direction générale. Alors, l'aval, ça c'est sûr, mais on nous dit aussi le soutien de la direction générale. Alors ça aussi, ça ne mange pas de pain. Si on peut l'avoir, tant mieux. Mais généralement, quand on revient 6 mois, 1 an plus tard, les gens sont dépités. Ils ont demandé 2 ou 3 fois le soutien de la direction générale sur des problèmes un petit peu anecdotiques. Ce soutien est venu ou pas venu, en tout cas il s'est usé et à la fin, ça ne donne rien. Donc on voit bien que dans ces 3 approches, on a des portages managériaux qui sont différents. Marc Fontaine, parce qu'il a utilisé ce projet sur un scénario catastrophe que lui-même était au départ d'IRCAV, des 2 grands patrons, on voit bien que le portage était extrêmement important et qu'il s'agissait de construire une plateforme. Enfin, il y avait énormément d'engagement et qu'on est sur un portage absolu. Dans le cas de la Poste ou de Gare et Connexion, on est sur un portage qui à la fois est clair, mais en même temps où on comprend bien qu'il ne faut pas utiliser en permanence le soutien de la direction générale, sinon on n'obtient rien. Donc il y a bien une intelligence de terrain, une intelligence de situation des gens chargés de faire avancer ces projets. Donc on voit bien qu'on peut on peut faire des choses qui ne sont pas toujours baquées par la direction générale. C'est même fortement recommandé car le soutien politique est un soutien
qui s'érodent vraiment très rapidement. Et donc, en mélangeant les deux, c'est cette intelligence-là qu'il faut arriver à avoir pour évidemment y arriver. Alors, gare aux bonnes intentions, je l'ai dit, on était historiquement dans une problématique de données, il fallait convaincre que les données c'était important. Je me souviens d'un séminaire des mines dans le grand amphitheâtre, dans le grand amphi à Bercy avec Michel en 2010, où on avait sensibilisé sur la question des data. À l'époque, on était à un moment où il fallait convaincre que c'était important. Aujourd'hui, c'est plus le sujet, tout le monde a que ça à la bouche, data, data, data. Le danger aujourd'hui, c'est plutôt que les bonnes intentions déclenchent des effets de port pas forcément magiques. Parce que on voit bien que s'il faut prendre du temps, c'est un sujet compliqué et qu'on ne peut pas réduire ça à un sujet politique. Les gens qui n'ont pas le temps de traiter ces sujets-là, comme des politiques, ils ne peuvent avoir que des bonnes intentions, et donc il y a quand même beaucoup de doutes à avoir sur la pertinence de ce qui peut retomber de ces bonnes intentions. Et puis, j'aurais un élément à suggérer. Finalement, quand on voit cette importance-là, on peut se demander si demain, il serait raisonnable que les gens puissent atteindre les hautes strates des directions des entreprises sans être passés par cette école des data. Et donc, est-ce que dans les parcours professionnels actuels, il ne devrait pas y avoir un fléchage absolu, un peu comme pour les militaires, il y a l'école de guerre. Quand vous arrivez à un certain niveau, vous avez ceux qui sont autorisés et appelés à faire l'école de guerre et qui occuperont après les postes les plus importants, et ceux qui n'ont pas fait l'école de guerre. Et donc, je pense que ça pourrait être un sujet de réflexion. Est-ce qu'il n'y a pas à voir les data comme une école de guerre du management d'entreprise demain, en tout cas des grandes entreprises?